Je crois que nous sommes sur la pire actualité de l'année. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma et séries de la semaine. On va parler de pas mal de choses, dont une grosse actualité qui fait parler tout le monde. Et oui, c'est grave, c'est problématique, on va parler de tout ça. Mais avant, cette semaine, concernant mon émission en direct Rage Bait, nous allons avoir Malik Bentala qui va venir parler un peu de sa carrière. Donc il y aura moyen de lui poser plein de questions sur comment il a fait de passer de figurant à réalisateur durant le Covid. Ça va être super intéressant. Il sera accompagné de Mehdi Omaïs qui va venir évidemment parler avec Malik, et nous tous, et en même temps présenter son bouquin. Et Brigitte Baronnet qui est une journaliste. Je pense que ça peut être très très sympa ce jeudi 18h 21h sur YouTube et sur Twitch. Et maintenant, on va tacler les actus. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, peu importe, vous allez avoir accès à la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà Prise au piège et Nouvelle Vague. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo and Stitch et même Elio. Sur Apple TV+, vous avez déjà le film F1. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount+, mais si vous avez Paramount via Canal, connectez-vous à Paramount avec votre compte Canal et vous avez déjà accès à Mission Impossible de Final Reckoning. Sur HBO Max, même chose que pour Paramount, connectez-vous à HBO directement, le temps que HBO continue d'exister évidemment, pour avoir accès à Superman, Weapons ou Eddington. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un peu l'Union Européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, et ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche pour plein d'abonnements aussi, comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais certains sites internet ne sont plus disponibles, sauf si vous mettez votre carte d'identité, mais personne n'a envie de faire ça, donc utilisez un VPN pour continuer à vous James le Cameron en paix. En tant que cinéphile, vous regardez parfois des films d'une manière un peu étrange, donc si vous voulez rester en sécurité et dans l'anonymat le plus possible, utilisez un VPN. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut le faire. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 43% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La première actualité de la semaine concerne Look Back. Vous savez, le film d'animation qui est sorti l'année dernière, le moyen métrage qui était vraiment pas mal. Je crois que je l'avais mis dans ma liste des meilleurs films d'animation de l'année dernière et il aura le droit à un remake live action. Alors là, vous vous dites, quel intérêt? Les remakes live action, c'est toujours nul, ça sert à rien. Vraiment, le but de l'animation, c'est d'être en animation. Sauf que, cette fois-ci, c'est réalisé par Koreeda. Koreeda, c'est quand même le mec, le réalisateur japonais, qui a un CV énorme, qui parle d'histoire, qui ressemble à celle de Look Back. Donc moi, je suis contre les remakes live action s'ils n'ont pas trop d'intérêt. Mais là, réalisé par Koreeda, je me dis, il y a un truc. Ça peut être intéressant, donc bénéfice du doute. Ça pourrait être bien aussi, à voir ce que ça va donner, mais en général, les remakes genre Vaianak sur l'année prochaine, on s'en fout, on est d'accord. Mais là, Koreeda, en tant que réalisateur, je me dis qu'il y a un truc à faire, on va voir. Il y a eu la bande-annonce de Mother Mary avec Anna Hathaway qui est sortie cette semaine, le nouveau film de David Lowery, donc The Green Knight, A Ghost Story, et ça a l'air de raconter l'histoire de cet artiste complètement hanté, que ce soit par des démons du passé, mais en même temps par ses collègues qui ont vraiment donné cette impression de la détester dans la bande-annonce. Donc c'est vraiment une artiste torturée, et je suis très curieux de voir ça parce que je pense que Anna Hathaway veut faire un vrai grand retour en salle. Elle a fait une petite pause ces dernières années, mais je crois que l'année prochaine elle a 4 films qui vont sortir en salle, donc elle est vraiment de retour, et ce projet-là a l'air vraiment intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je pense que ça peut être vraiment bien, puis j'aime beaucoup David Lowery, donc why not. On a eu la bande-annonce aussi de 28 ans plus tard, Bone Temple, qui sort début janvier, le 14 en France, et ça a l'air pas mal du tout. Alors la bande-annonce c'était pas aussi bien que la toute première bande-annonce, mais en termes de thématique, d'ambiance, de mise en scène, ça a l'air formidable. Alors c'est pas Danny Boyle, hein, vous le savez, c'est Nia DaCosta, mais ça a l'air vraiment divertissant, ça a l'air prenant, ça a l'air vraiment tout ce qu'on aime dans le premier 28 ans plus tard, et je pense que ça va être encore plus profond. Et ce que je disais par rapport au film, vous savez, par rapport à Jimmy Savile et des choses comme ça, vont revenir dans cette bande-annonce, et j'imagine dans le projet, on en parlera, car j'ai vraiment hâte, et moi j'avais adoré le premier, qui sera clairement dans ma liste des meilleurs films de l'année, donc le deuxième, début janvier, je serai là, on en parlera, et la bande-annonce m'a donné envie. Elle m'a pas méga hypé, parce que je suis déjà hypé de base, mais voilà, elle est quand même bien, et ça pose tellement de questions sur la suite de cet univers, et sur ces personnages, et sur ce qu'ils vont vivre et tout, je pense que ça va être fabuleux, de manière générale. Spaceballs 2 a fini son tournage, ce qui est assez étonnant parce que le film sort en 2027, mais ils ont aussi commencé le tournage il n'y a pas longtemps. Mais voilà, pour les fans de Spaceballs, ça va bien sortir
comme prévu, parce que le tournage est bel et bien terminé. DiCaprio a dit qu'il faudrait peut-être que certains acteurs, surtout des jeunes acteurs, jouent moins. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop exposés au public, qu'ils fassent 1 ou 2 films par an. Et je comprends l'idée derrière, d'être un peu rare, de créer un peu l'événement, des choses comme ça. Mais la vérité est que la majorité des acteurs ne peuvent pas vivre, sauf si c'est des nepo baby, sauf s'ils ont eu des gros cartons populaires ou des choses comme ça, ils peuvent pas vivre en faisant 1 ou 2 rôles par an. Ils ont besoin de bosser, faire des rôles des années et des années. C'est pour ça que des gens comme Timothée Chalamet, oui, là, eux, ils peuvent faire 1 ou 2 rôles par an, why not? Mais les autres, ils ont besoin de bosser constamment, tout le temps. C'est comme ça, c'est l'économie aussi. Donc je pense que c'est vraiment un point de vue de privilège qu'il met en avant ici. Et il en parle d'ailleurs un petit peu des acteurs qui n'ont pas le choix. Mais c'est vrai que ne prenez pas juste le titre qui dit que oui, les acteurs devraient faire 1 ou 2 films par an. Déjà, si un acteur arrive à trouver 2 films par an, c'est un miracle. S'il faut qu'ils se réduisent à ça alors qu'ils ont besoin de thunes, voilà, ça reste un métier. Aussi l'acting, il y a le côté artistique, hein, bien évidemment, mais ça reste aussi un métier, il faut le prendre en compte. Men in Black 5 est confirmé, Will Smith sera visiblement de retour. J'ai bien dit Men in Black 5 parce qu'il y en a 3, rappelez-vous. Un spin-off / suite bizarre avec Chris Hemsworth et je sais même plus qui. Et donc un 5e qui serait prévu. À titre personnel, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais pour les fans de Men in Black, visiblement, il y aura un 5e. Pendant un long moment, ça allait être l'actualité de la semaine. C'est Quentin Tarantino qui s'est attaqué à Paul Dano. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais en gros il a fait son top 20 des films à voir au 21e siècle, ce qui est assez décevant, on en parlera peut-être dans une vidéo que je vais prévoir sur Tarantino. Sur la chute de Tarantino ces dernières années, parce qu'il est vraiment dans une sorte de spirale infernale qui fait que tout le monde commence à le détester, mais grosso modo il a dit que There Will Be Blood aurait pu être un film incroyable, gigantesque, il aurait pu l'adorer, mais malheureusement Paul Dano gâche un peu le film, il dit que Paul Dano n'a pas la sauce, il dit le terme weak sauce. Et sinon, il adore le film. Mis à part Paul Dano, il adore le film, mais il dit que Paul Dano n'est pas un bon acteur, que ce soit dans le film ou en dehors d'ailleurs. Et tout Internet, évidemment, a soutenu Paul Dano, tout Hollywood a soutenu Paul Dano aussi, tout le monde le défend. C'est logique, c'est normal. Paul Dano est formidable, c'est un super acteur, il fait un travail gigantesque aussi. À chaque fois, c'est une merveille ce mec, quoi. Il a un talent de fou, il joue plein de trucs différents à chaque fois, il a une portée, il joue dans des rôles, des franchises et tout complètement différents. Donc il tente des trucs, que ce soit dans Fabelmans, dans Batman, There Will Be Blood, bref, le mec a une carrière, Swiss Army Man, il y en a plein. Et à chaque fois, le mec se donne à fond, il est exceptionnel. Et qu'un mec, quand Tarantino vienne le critiquer, moi je trouve que c'est assez indécent, je trouve que c'est pas sympa du tout. Surtout que, oui, il critique souvent des acteurs. Mais quand il y avait George Clooney qui était critiqué par Tarantino, personne n'a dit quoi que ce soit. Tout le monde était en mode, bon, allez, George Clooney, c'est vrai que c'est pas le plus grand des acteurs. Mais là, tout Hollywood a défendu Paul Dano. Et c'est normal, c'est un peu le bébé d'Internet. Et ils ont raison de le défendre sans l'infantiliser. C'est un super acteur. Et c'est cool, cette vague de personnes qui sont venues le défendre sur sa carrière et tout. Parce que Tarantino, je sais pas ce qu'il fait ces dernières années, mais c'est devenu insupportable, quoi. La manière dont il se comporte, il parle. Et bref, je prépare une vidéo sur ça parce que c'est catastrophique et je pense que son dernier film va lui monter à la tête d'une manière exécrable. Mais on en parlera, j'espère en janvier faire une vidéo sur lui parce que là, il a vraiment saoulé tout le monde et il faut en parler. Mais voilà, c'était pas l'actualité de la semaine parce qu'il y a une grosse actualité qui est venue et qui a tout gâché. Entre guillemets, tout gâché, mais oui, c'est tout gâché, soyons sincères, que ce soit la vidéo ou de manière générale Hollywood. Mais soutien à Paul Dano qui a dû prendre pas mal de remarques bizarres. En tout cas, au moins Hollywood, lui, le soutient. Et tout Internet aussi. Il y a même des comptes fans de Quentin Tarantino qui ont commencé à soutenir Paul Dano, ce qui est assez fou, mine de rien, que tes propres comptes fans soient contre toi. C'est génial. Juste pour parler un petit peu d'Amazon, il y a évidemment Fallout saison 2 qui va sortir, vous savez, la semaine prochaine. Ça sortira à 9h du matin en France, tous les mercredis pendant 8 semaines. Cette fois-ci, c'est une diffusion hebdomadaire. Je sais pas si je ferai la critique semaine par semaine, à voir en termes de temps et tout, surtout que le mercredi, c'est un peu chiant. Mais voilà, Fallout sortira bel et bien le matin. Et on a une affiche pour Spider-Noir qui devrait aussi sortir l'année prochaine. C'est Nicolas Cage, bel et bien, qui joue le rôle de Riley. On va voir ce que ça va donner, j'attends les premières images officielles, plus de bande-annonce et une date. Mais pour l'instant, ça a l'air pas mal du tout et je suis curieux de voir dans quelle direction va aller cette œuvre et j'espère qu'elle sera bien. Maintenant, il faut parler de la grosse actualité de la semaine, c'est évidemment le rachat de Warner Bros par Netflix pour 82 milliards. C'est énormissime et c'est grave. Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, s'est prononcé. En gros, à la base, avant le rachat de la Warner, ils ont promis de garder l'expérience salle intacte. Mais depuis, étonnamment, ça n'a étonné personne, hein, tout le monde était au courant qu'ils allaient mentir juste pour avoir l'achat, ils ont décidé de changer d'avis. En gros, ils veulent réduire le temps en salle avant une diffusion sur Netflix. Ils veulent passer à moins de 45 jours. En général, aux États-Unis, pour une œuvre, c'est cinéma. Ensuite, 45 jours plus tard, ça dépend des œuvres, encore une fois, c'est en VOD. Et quelques semaines après, c'est en streaming, entre guillemets, gratuit, sans louer ou acheter, sur une plateforme de streaming. Et ça, ils veulent le réduire. Ils veulent se dire, allez, 2-3 semaines en salle, et ensuite, on fait sur la plateforme de streaming directement. Parce que, en fait, ils n'aiment pas
tout simplement les salles de cinéma. Le concurrent principal, entre autres, de Netflix, c'est aussi les salles de cinéma à Hollywood. Ils pensent que le consommateur et tout simplement l'avenir du cinéma se passe à la maison. Ils pensent que Netflix est bien plus consumer friendly, c'est ce qu'il a dit. Il considère le cinéma, la salle de cinéma, comme démodée. Ils pensent être les sauveurs d'Hollywood. Et évidemment, moi je suis pas d'accord. Je pense que tous les films sont meilleurs au cinéma. Que vous soyez à la maison avec le meilleur système son possible, la meilleure expérience possible à la maison, la salle de cinéma sera, quoi qu'il arrive, meilleure. Peu importe. En fait, c'est juste une salle où tout est isolé. Alors oui, il y a des humains et c'est ça qui est cool aussi. C'est sentir vraiment la salle avec vous. Mais il n'y a pas de téléphone. Normalement, il y a une ambiance qui est agréable en général. Dans la grande majorité des cas, la salle de cinéma est un lieu presque de culte, de respect, où en fait l'interaction avec l'œuvre est bien plus intéressante et meilleure qu'à la maison. À la maison, en fait, c'est plus des films, c'est des téléfilms. Les gens sont sur leur téléphone, les gens regardent différemment les œuvres. Ensuite, ils vont dire j'aime pas et tout. Mais enfin, je veux dire, tu l'as pas vu sérieusement l'œuvre parce que tu étais à la maison, tu faisais d'autres trucs et tout. Il y a plein de gens comme ça, la majorité des gens sont comme ça. Donc, c'est un désastre pour le cinéma qu'ils veulent mettre tout le catalogue Warner en streaming en priorité. Pour eux, c'est essentiel de faire des choses importantes sur la plateforme de streaming plutôt qu'au cinéma. Et moi, je suis pas d'accord sur le démodé, je suis pas d'accord de parler des spectateurs comme des consommateurs de manière générale. Et l'avenir du cinéma, il est au cinéma, il n'est pas à la maison. Au cinéma, il y a un truc de prestige, de luxe, entre guillemets, par rapport à l'interaction artistique. À la maison, on est limité par la maison, on est limité par le setup, on est limité par plein de choses qui font que l'expérience ne peut pas être meilleure. Il n'y a pas de meilleure expérience à la maison qu'au cinéma, ça n'existe quasiment jamais. Et ça, c'est triste parce qu'en fait, il faut sauver l'expérience en salle, parce que c'est le meilleur moyen de regarder un film. Et c'est crucial que les films soient présentés en salle. Donc ils sont contre ça, ils vont faire n'importe quoi, ils vont sortir des œuvres qu'on a tous envie de voir, comme Dune, comme Batman sur Netflix, ou alors il y aura peut-être 2 semaines en salle avant d'avoir une diffusion sur Netflix. Ça va être catastrophique. On va parler un peu de la France après, parce qu'en France, vous vous rendez compte que ce sera bien pire, mais en gros, évidemment, tout le monde est contre. James Cameron a dit que le rachat de Netflix est une catastrophe. Alors, c'était avant le rachat, mais il a dit que si Netflix achetait la Warner, ça serait horrible. Il préfère que ce soit n'importe qui d'autre que Netflix, et il a raison. James Gunn, après le rachat, a rappelé l'importance des salles de cinéma de manière générale, parce que oui, le DCU appartient à la Warner. Pour rappel, Zach Cregger, qui a donc fait Weapons, qui a rapporté 300 millions sur un budget de 30 millions, il devait sortir un film sur Netflix. Il a demandé une sortie salle à Netflix. Netflix ont dit non. La Warner est venue le voir. Ils ont dit on a envie de faire un film. Est-ce que tu as envie de le sortir en salle? Zach Cregger a dit oui. Parce que l'importance des salles de cinéma est cruciale encore aujourd'hui. Donc il faut se battre pour la salle de cinéma. C'est important. Et il y a plein de réalisateurs qui ne vont plus bosser avec Netflix ou la Warner, du coup, aujourd'hui, parce qu'ils ne vont pas sortir leurs œuvres en salle. Et ça, c'est important. Il faut vraiment que les créatifs s'opposent à ça aussi. Mais le problème, c'est que maintenant, ils auront tellement d'importance, ils seront tellement forts sur le marché qu'on va faire comment? Parce qu'en France, par exemple, on a la chronologie des médias. Donc s'ils sortent un film 2-3 semaines sur Netflix, ensuite en France, ça marchera pas. Parce qu'en fait, ou tu le sors au cinéma et puis basta, ou tu le sors sur Netflix directement. Donc il y a de fortes chances qu'en France, avec la chronologie des médias, malheureusement, il n'y ait que des films sur Netflix et pas de films au cinéma. Et ça serait tragique, ça serait catastrophique. Imaginez-vous toutes les licences, parce qu'il y en a plein. Harry Potter, la série, ça sera HBO Max, du coup Netflix, on imagine. Dune, le DCU, Sinners cette année qui a cartonné, Weapons, Les Sopranos, Succession, Game of Thrones, Mad Max, Matrix, Chantons sous la pluie, des classiques, Casablanca, les Kubrick, Seigneur des Anneaux aussi. Enfin, il y a un moment, tous les films que vous aimez, toutes les licences vont finir sur Netflix, quoi. Vous n'allez plus jamais revivre du Seigneur des Anneaux en salle. Et ils peuvent dire autant qu'ils veulent, oui, nous on va garder l'expérience en salle. C'est faux, ils vont sortir des œuvres en streaming en priorité. C'est le modèle Netflix. D'ailleurs, c'est fou parce qu'en fait, Ted Sarandos, ça comparait Citizen Kane à littéralement K-pop Demon Hunters et Stranger Things. Il y a un moment, pour lui et Netflix, c'est pas des entités culturelles, c'est juste du contenu. En fait, Citizen Kane ou K-pop Demon Hunters, c'est du contenu sur une plateforme et puis basta, c'est tout ce qui les intéresse. Donc ça, c'est tragique. Après, il y a un aspect aussi jeu vidéo qui est intéressant, c'est-à-dire que Netflix, ils ont raté cette expansion dans le monde du jeu vidéo. Ils ont essayé, mais là, ils vont avoir des licences fortes. Batman Arkham, Hogwarts Legacy, Lego. Et c'est important pour Netflix aussi. Alors, c'est pas le but de la chaîne de parler de jeux vidéo, mais ils ont quand même acquis des licences phares du jeu vidéo qui vont sûrement revenir aussi. Est-ce qu'ils vont garder HBO Max? Pour l'instant, ils ont dit que oui, ils vont garder HBO Max. C'est prévu. Mais à terme, je le vois bien, on va dire, être complètement absorbé par Netflix
pour en faire une méga plateforme de streaming et faire payer beaucoup plus cher. Moi, Netflix qui augmente de 25 balles à 40 avec HBO Max, ça ne me choque absolument pas. Moi, je le vois comme ça. Je pense que vraiment, ils vont aller dans cette direction où Netflix sera une sorte de méga plateforme qui va complètement absorber les contenus HBO Max et puis basta. Et toutes les chaînes en direct, Adult Swim, Cartoon Network, ça va disparaître parce qu'ils n'aiment pas le direct chez Netflix. Donc pendant quelques années, il y aura du HBO Max et à terme, comme vous savez, quand Disney a absorbé Hulu et FX aux States, ils vont absorber HBO Max et tout le contenu sera sur HBO Max. D'ailleurs, ils ont dit qu'il y aura du contenu HBO déjà sur Netflix assez rapidement. C'est grave, enfin désolé de le dire, hein, mais c'est problématique et tout sera au même endroit. Pour le consommateur en termes de séries, c'est cool, mais les prix vont doubler. Enfin, c'est logique, ils vont utiliser l'excuse de dire que maintenant il y a des licences phares cultes, ils vont faire augmenter les prix. Et vous savez à quel point Netflix, ils détestent avoir des choses sur plateforme, ils vont faire rentrer des trucs, puis les supprimer et tout. Après, comme HBO Max, vous allez me dire, mais c'est catastrophique quoi. Maintenant, est-ce que c'est possible de faire ce rachat-là? En théorie, oui. Alors oui, les régulateurs américains vont décider en fin d'année prochaine, en début 2027 au plus tard d'ailleurs, mais le rachat ne se fera pas avant au plus tôt fin 2026. Et Netflix a annoncé l'achat pour que tout le monde s'habitue en fait à cette offre et qu'on se dise ok, c'est bon, c'est Netflix qui achète la Warner et puis basta. Cependant, c'est pas encore joué à 100%. Il faut vraiment que les régulateurs américains décident et acceptent ce genre de choses, ce genre d'acquisition. Ça peut complètement détruire la concurrence et ça pourrait être refusé par le gouvernement américain. Maintenant, la Paramount essaie de contrer ça, parce que c'est pas encore fait à 100% pour Netflix, ils essaient de contrer en proposant une autre offre. C'est encore possible, surtout la Paramount, ils ont un peu Trump dans la poche en ce moment, donc c'est Trump aussi qui va beaucoup jouer sur ça. Mais oui, la Paramount est en train de se battre pour acquérir Warner. Et on est d'accord que la Paramount n'est pas parfaite. Ils ont des problèmes, surtout idéologiques. Ils ont récemment blacklisté des acteurs qui ne voulaient pas soutenir le génocide en Palestine, par exemple. Mais il y a d'autres problèmes avec la Paramount. Ils arrêtent les licences à risque et tout. Ils sont moins dans la compétition aux Oscars et aux films de prestige. Mais bon, il y a plein de soucis. Mais au moins, Paramount, ils acceptent et ils respectent la salle de cinéma. Pour eux, c'est crucial. Ils n'ont pas envie d'en faire un truc Paramount+. Ils ont envie d'être vraiment présents en salle et faire de l'argent comme ça. Donc, c'est un meilleur choix pour les salles de cinéma et pour les cinéphiles de manière générale. C'est pas parfait, mais c'est meilleur que putain de Netflix qui va sortir des films en streaming et puis basta. Et la Warner n'est pas parfaite, on est d'accord, hein, mais bon, c'est quand même une année où la Warner est le premier studio à avoir fait 4 milliards de dollars au box-office, ce qui est pas rien. Ils n'étaient pas parfaits avec Nolan, avec Villeneuve, quand ils voulaient sortir à la fois Tenet et Dune en HBO Max et en salle de cinéma au même moment. Mais ils sont pro-salle, quoi, depuis quelques années. Pour des raisons égoïstes, parce que la salle, ça rapporte de l'argent, mais ils sont quand même pro-salle et ils ont changé de stratégie. Ils font plus de petits films, plus de films à prestige et tout. Donc ils étaient sur la bonne voie pour redorer un peu, bah oui, le logo de la Warner, l'entreprise et tout. Mais ils ont été rachetés, c'est triste parce que c'est aussi une major du cinéma, c'est quand même 100 ans d'histoire de la Warner qui se fait absorber par une entreprise de technologie, parce que Netflix, c'est pas une entreprise d'art, quoi, c'est une entreprise de technologie avant tout, en réalité, et c'est triste parce qu'en fait, sur 100 ans d'histoire, ils ont produit plein de films, et la Warner faisait aussi plein de restaurations Blu-ray d'anciens films. Vous savez, des vieux films à une qualité pourrie, ils faisaient des restaurations 4K pour la culture, pour l'héritage et tout. Là, la Warner, surtout avec Netflix, du coup, va complètement arrêter ça, parce que Netflix, ils sont anti-Blu-ray. Ils détestent les Blu-ray, ils détestent le support physique. Donc en fait, peut-être qu'il n'y aura même plus jamais de support physique des films que vous aimez. Rendez-vous compte de ça, c'est dramatique, c'est triste, c'est pas normal. Il y a plein de gens qui sont opposés à ça. Il y a évidemment la Writers Guild aux États-Unis, qui est donc gérée par plein de scénaristes, et la Directors Guild, dont le président est Christopher Nolan. Et Christopher Nolan va clairement s'opposer à ça, surtout que même s'il s'embrouille avec la Warner, Christopher Nolan, il est pour la salle de cinéma aussi, comme énormément de réalisateurs. Et en plus de ça, il y avait les Critics Choice Awards là ce week-end aux États-Unis, donc c'est des récompenses de critiques, et Netflix et Warner étaient les deux en tête, quoi, avec 36 et 27 nominations. Donc là, Netflix qui absorbe la Warner, c'est catastrophique, quoi, en termes de concurrence et tout. Et puis moi, j'imagine, en fait, tous les gens qui vont être contents d'avoir la Warner sur Netflix, d'avoir de Batman 2, d'avoir les prochains Seigneur des Anneaux, Matrix sur Netflix directement à la maison, plus besoin de se déplacer en salle. Moi, je trouve ça déprimant. Alors, Dune 3, normalement, est safe, on est d'accord, parce que le temps que ça se fasse et tout, il sortira en salle. Mais quoi, vous voulez juste avoir des films Disney en termes de blockbuster en salle? Vous voulez vraiment plus jamais voir d'une bataille après l'autre en salle? Des Sinners, des Weapons, des choses comme ça cette année? C'est déprimant. Des destinations finales, c'est trop fun à regarder en salle, ça. Bon, Minecraft, c'est pourri, on est d'accord. Mais il y a tellement de licences cultes que peut-être vous reverrez jamais sur grand écran. Et ils vont mytho pendant des mois et des mois. Ils vont dire non, mais vous inquiétez pas, on va sortir en salle et tout. Et quand ils auront vraiment fini l'acquisition de la Warner, ils vont plus jamais sortir en salle. Ils vont sortir encore moins en France, hein, où ça va être compliqué. Mais on va se taper la trilogie de Batman, le DCU. Enfin, le DCU qui vient de se lancer à la maison. C'est triste. Enfin, c'est nul, quoi. C'est déprimant. Je trouve que c'est ridicule.
Donc ça fait vraiment chier, soyons d'accord sur ça, c'est stupide. Moi je pense à tous les gens qui vont regarder pour la première fois des films comme Superman du DCU sur Netflix, sur leur téléphone. En plus le mec il a dit Ted Sarandos que son fils est monteur et il a vu Laurence d'Arabie sur téléphone. Moi ça me dérange pas les gens qui regardent sur téléphone des films, mais le truc c'est que si t'as l'option de regarder en salle, c'est bien mieux. Parfois t'as pas le choix de regarder sur téléphone, je comprends, y a pas de souci. Mais si tu peux regarder en salle, il faut proposer l'option de la salle. Et ce mépris de la salle de cinéma, cette guerre qu'ils font à la salle de cinéma Netflix, bah soyons honnêtes, hein, c'est dégueulasse, c'est un peu le début de la fin. Moi je vois les gens mater des films avec des interruptions pub dégueulasses, parce que la majorité des abonnés Netflix vont avoir un abonnement avec publicité bientôt. Donc ils vont mater un film, vont saper une pub en plein milieu, un nouveau film, c'est de Batman 3 sur Netflix avec des pubs en plein milieu quoi. C'est ridicule, c'est dégueulasse, moi je trouve que c'est horrible. Donc oui, l'avenir est triste, et là c'est grave, la Warner qui se fait racheter par Netflix, c'est un cataclysme. Enfin, franchement, c'est une catastrophe pour le monde du cinéma, quoi. Parce que les salles de cinéma vont mourir et on va se taper des licences que vous aimez, surtout en termes de blockbuster, mais pas que, en termes d'auteur aussi. Genre Paul Thomas Anderson, il a fait un dernier film. C'est pas possible ça. Enfin, avec le modèle Netflix et tout, ça serait plus possible. Netflix, ça fait des années qu'ils ont arrêté d'acheter des auteurs. Avant, ils avaient des Scorsese et tout, mais ça fait combien d'années qu'ils ont pas sorti un vrai bon film? Il y a quelques exceptions, mais d'auteurs et tout, parce que non, les auteurs, ils veulent sortir des films en salle, quoi. Donc c'est déprimant, c'est triste. Et il y aura moins de concurrence, quoi. Il y aura quoi? Disney maintenant? Netflix? La Paramount? Universal? 4 gros studios? C'est déprimant. MGM a été racheté par Amazon aussi. Toutes les entreprises de technologie, comme Amazon, qui rachètent vos licences préférées, genre James Bond, et ils vont faire n'importe quoi avec. Donc vous allez voir, c'est un peu la fin du truc, c'est un peu la fin du rêve. Mais bon, c'est déprimant. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires. Sinon, Stranger Things, l'épisode final va durer 2h05. Il sortira au cinéma, d'ailleurs, dans quelques salles aux États-Unis grâce à Netflix, mais ça sera vraiment un truc événementiel qu'on va se taper, j'imagine, pour les prochains films voilà, de la Warner à partir de maintenant, des trucs événementiels, mais pas en France. Encore une fois, ça sort juste en salle aux États-Unis et quelques pays voisins, genre le Royaume-Uni, la Belgique parfois et la Suisse, mais c'est ridicule, soyez honnêtes, hein, c'est stupide. Et il faut savoir aussi que du coup, Stranger Things, c'était le meilleur lancement de l'histoire d'une série anglophone pour Netflix, en sachant que le meilleur lancement all-time, c'est Squid Game, mais c'est pas anglophone et ils font bien la distinction chez Netflix. Voilà, ils vont sortir des films comme ça en salle, comme Stranger Things, une fois de temps en temps, et puis basta, des gros événements. C'est triste. Sinon, Peaky Blinders, le film, la conclusion à l'œuvre Peaky Blinders, en tout cas l'histoire du personnage de Cillian Murphy, va s'achever le 20 mars 2026. Des sorties en salle prévues dans un peu tout le monde, sauf en France. Chez nous, ça sera juste Netflix, mais voilà, la fin de Peaky Blinders arrive bel et bien, avant les spin-offs évidemment, mais en tout cas la fin de l'histoire de ce personnage, le 20 mars. Concernant Disney, James Cameron est bien conscient qu'Avatar 3 risque de ne pas aussi bien marcher que les deux premiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a remarqué qu'il y a une contraction du box-office cette année, qu'il y a moins de gens qui vont en salle, donc il s'attend à faire moins de box-office que les deux premiers Avatars. Il se prépare un peu à ça en se disant que voilà, le monde a changé entre 2022 et 2025 en termes de box-office, et c'est vrai à 100%. Il y a une énorme différence en termes de box-office international entre ces 2-3 années du coup. Donc oui, il est prêt à ce que ça marche moins bien, il se prépare, mais il faut que le film marche bien pour préparer du coup Avatar 4 et 5 qui veut tourner en même temps, parce que du coup Avatar 2 et 3 ont été tournés en 2017 et 2018 en même temps, et il veut tourner assez rapidement du coup Avatar 4 et 5 pour les sortir en 29 et 31. Moi je pense que le film va marcher, moi je l'ai déjà vu, hein, ma critique sortira du coup le mardi 16, mais à voir si ça marchera autant. Est-ce que ça va réussir à concurrencer des œuvres comme Neza 2 cette année, ou tout simplement Zootopie 2 qui cartonne, ou Lilo & Stitch, à voir. Je pense qu'il va taper les 1,6, 1,7 milliards, mais les 2 milliards, c'est devenu un peu une anomalie, quoi. On va voir si ça va y aller, si ça va y arriver, mais honnêtement, ça semble compliqué aujourd'hui. Mais bon, on verra bien, j'ai hâte d'en parler, je vous prépare plein de vidéos dessus, c'est sûr. Ready or Not, ou je crois que c'est Wedding Nightmare en français, la bande-annonce du deuxième épisode a été diffusée, et c'est un peu la même histoire, sauf que cette fois-ci, elle a une sœur, et un délire de secte, et d'entreprise qui gère tout ça, de famille. Bon, ça a l'air pas mal, ça a l'air divertissant, moi j'ai trouvé le premier sympathique, why not pour le deuxième? À voir quand ça sort. Zootopie 2 s'est vu supprimer plein de références cinéma, dont une au Silence des Agneaux. Pourquoi? Car ils avaient une séquence de 4 minutes à la Silence des Agneaux dans le film qu'ils ont enlevé car les enfants allaient être perdus. Désolé de vous le dire, hein, mais en fait, quand vous regardez les Disney de l'époque et les Pixar de l'époque, il y avait un mec qui avait fait la référence à Aladdin en disant qu'Aladdin, il y avait plein de refs à plein de films, mais personne captait parce que le génie il faisait que des refs à des films. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le but du génie, c'est d'être drôle, que tu captes pas les références, quand t'es un gamin ou pas, tu t'en fiches. Et en fait, faire une référence, là, il y a une référence à Shining dans le film, donc ok, tu fais une référence à Shining, mais pas au Silence des Agneaux, t'aurais pu le faire. En plus, dans le premier film, et même dans le deuxième, il y a une référence au parrain. Donc il y a un moment, c'est ridicule. Les enfants, ils allaient pas comprendre, mais ils allaient quand même kiffer.
c'est pas grave, c'est ok. Donc ce truc de se dire je référence pas tel film parce que c'est trop copier-coller et les gens vont pas comprendre, c'est stupide parce que les enfants vont juste kiffer parce qu'ils voient Zootopie. Donc je trouve ça un petit peu ridicule. En termes de surprise, il y a quand même Chad Powers qui était renouvelé pour une saison 2. Ça, je pense que pas beaucoup de personnes s'y attendaient. Je veux dire, Chad Powers, personne n'en a parlé, mais visiblement c'était assez convaincant pour Disney pour faire une suite. Donc voilà, pour les 7 personnes en France qui ont bien aimé Chad Powers, une suite est prévue et vous allez avoir le droit à plus de Chad Powers. J'imagine, j'ai pas vu la série. Mais voilà, pour les fans, vous allez avoir le droit à ça. Concernant Warner, le temps que ça s'appelle encore la Warner, Euphoria saison 3 va bel et bien sortir en avril 2026. Donc pour les fans d'Euphoria, moi y compris, on est content, ça va bientôt arriver. De Batman 2 a trouvé un chef-op, c'est Eric Messerschmidt, qui a donc été le chef-op de Killer de Fincher, et je trouve que c'est un très beau film, mais aussi de The Mindhunter. Donc je pense que voilà, un mec qui a bossé sur ces 2 œuvres peut clairement bosser sur The Batman, donc je suis très content par rapport à ça. On a aussi eu le droit à une nouvelle bande-annonce concernant A Night of the Seven Kingdoms, et ça a l'air très très bien aussi. Bon, l'esthétique à certains moments, je trouve pas ça dingue, mais ça donne envie. C'est sur quoi, le 18 janvier en France, ça m'intrigue, et je pense que ça peut être vraiment très très bien, donc on en parlera évidemment. Encore une fois, je sais pas si ce sera semaine par semaine, mais on en parlera, ça c'est sûr. Concernant les Game Awards, donc évidemment moi je vais regarder en direct avec vous en live ce jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est sûr, mais il y a plein de gens qui veulent des récompenses supplémentaires, dont pour la motion capture, et je pense que c'est vrai, je pense que c'est intéressant d'avoir des récompenses en plus pour les gens qui font de la mocap, parce que c'est un métier à part entière, c'est une sorte de performance aussi, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas on parlera des annonces et du coup des récompenses dans la nuit de jeudi à vendredi, soyez présents. Concernant les sorties de la semaine, on a Percy Jackson saison 2 qui sort cette semaine. J'avais pas assez aimé la saison 1 pour regarder la saison 2. Et pour les fans, voici Knives Out 3, ou du coup Wake Up Dead Men, je crois en français, c'est une histoire à couteau tiré. Ça, je le verrai en salle et en même temps, bah, du coup, j'en ferai une critique vendredi, vous inquiétez pas. En même temps, nous avons Welcome to Derry qui se finit la semaine prochaine, pour le coup. Ça, j'en parlerai aussi. Et nous avons Résurrection de Bigan qui sort cette semaine. On en parlera, évidemment, parce que ça a l'air vachement bien. Je sais pas quand je vais en parler, mais on en parlera. Voici les actualités de la semaine. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur toutes les plateformes, Spotify, Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.